Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a signé il y a peu l'ordonnance portant convocation à Kinshasa, capitale de la RDC, d'un forum national dénommé, mesdames et messieurs, Dialogue politique national inclusif. Nous sommes ici à l'hôtel du gouvernement où des journalistes de la RDC reçoivent Madame la vice-ministre du budget qui va répondre à nos questions sur l'opportunité de la tenue de ces grands dialogues qui va réunir les Congolais. Nous accueillons Madame la vice-ministre du budget, Maître Ernestine Nyoka, qui est notre invitée dans cette émission, une exclusivité spéciale. Madame la ministre, bienvenue. Sentez-vous à l'aise, prenez place. Salut d'abord. Bonjour à Tamina. Bonjour. Bonjour. Maître Ernestine Nyoka, vous êtes la vice-ministre du budget de la République démocratique du Congo. Devant vous, des journalistes que vous connaissez déjà. Mamina Masengo de Biohan, merci Mamina d'être là. Blaise Bokokia de la RTNC, merci Blaise d'être avec nous. Oudia, Élisée Oudia de Congo Web, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien sûr, mesdames et messieurs, avec moi, que vous connaissez, Mathieu Kamango de Télé 50. Maître Ernestine, il y a peu, vous avez été un de ces grands communicateurs de la grande famille politique en RDC, la majorité présidentielle. 20 ans comme avocate en RDC. Et aujourd'hui, vous êtes la vice-ministre du budget de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État vient de signer une ordonnance il y a peu convoquant ces grands forums nationaux qu'est le dialogue inclusif. On aimerait savoir, en priori, quelle est l'opportunité de la tenue de ce dialogue national? Merci Mathieu, merci pour cet honneur que vous me faites. Madame Amina, Monsieur Blaise, Madame Oudia, Mathieu vous-même. Je dois d'abord dire que je suis agréablement surprise de constater que j'ai devant moi au moins une parité de journalistes, 2 hommes, 2 femmes. Je dois dire que ça me fait énormément plaisir et je me dis que les femmes ne sommes pas battues pour rien. C'est que quelque part, des intelligences existent, des compétences existent. Eh bien, pour rentrer à votre question, quelle est l'opportunité du dialogue? Il y a opportunité qui est le dialogue, ou sinon que le dialogue puisse se tenir en RDC. Je pense que si nous faisons un tour d'horizon par rapport à tous les processus électoraux que nous avons déjà vécu jusque-là, les scrutins de 2006, les scrutins de 2011, le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, lui-même l'a rappelé dans son adresse à la nation. Ces scrutins, il est vrai, ont été émaillés d'un certain nombre de conflits. Aujourd'hui, le dialogue, s'il doit intervenir, c'est pour que les fils et les filles du pays puissent, autour des questions qui intéressent les élections, des questions qui, lorsque nous parlons élections, c'est-à-dire que nous voulons mettre un point assez important à l'avancement du processus de la démocratie. Parce que vous savez, nous sommes une jeune démocratie qui veut avancer, qui veut aller loin, comme on le dit, prépare sa monture. Eh bien, nous sommes en train de nous préparer pour avoir le grand saut. Et pour se préparer au processus électoral, puisqu'il intéresse tout le monde, puisque c'est une question capitale pour le peuple congolais, il va falloir, autour d'une même table, que les Congolais parlent. Il ne s'agit pas ici de faire parler simplement la famille politique du chef de l'État dont nous faisons partie. Donc il n'y a pas que la majorité, il n'y a pas que l'opposition, il n'y a pas que la société civile, c'est tout le peuple congolais qui doit se retrouver. Et par rapport à cela, de manière assez précise, je crois, pour emprunter le mot du chef de l'État, c'est parler de la manière la plus claire, sans tabou. Madame la vice-ministre, avant que je passe la parole à mes confrères qui ont beaucoup de questions à vous poser sur les formats, les contenus, est-ce qu'il y aurait une différence entre ces dialogues et les concertations nationales qui venaient de se dérouler en RDC, parce que c'est presque le même format. Un comité préparatoire, et puis on va retrouver un présidium.
un commodérateur. On va retrouver des commissions avec des thématiques et puis un comité de suivi tel que l'ordonnance signée par le chef de l'État élu à la télévision nationale l'a annoncé. Est-ce qu'il y aura une différence entre les consultations et ces grands forums qu'est le dialogue? Mathieu, à ce que je sache, il ne s'agit pas d'une première dans notre pays que l'on parle du dialogue national, même si les termes parfois se diffèrent, dialogue, concertation, conférence nationale, toute autre forme de conférence, il ne s'agit pas de la première fois. Nous en avons déjà eu d'autres. Après l'indépendance, on a eu la conférence de Tananarivo, on a eu plusieurs autres conférences, parlons de celle la plus récente. Nous avons eu la conférence nationale souveraine, nous avons eu les concertations nationales, mais nous avons aussi, entre toutes ces différentes conférences, eu d'autres rencontres politiques qui ont rassemblé les fils et les filles de ces pays qui devaient prendre, sinon baliser le chemin pour une certaine avancée politique. Et donc, il y a un format qui fait un peu comme standard, si je peux m'exprimer ainsi. Une commission préparatoire est toujours importante. C'est autour de cette commission que se tracera en fait les grandes lignes. C'est autour de cette commission que divers acteurs politiques, société civile, vont se rencontrer. C'est autour de cette commission qu'il va se décider, en fait, je peux dire, les termes de référence. Nous allons au dialogue, il est vrai, pour voir qu'est-ce que nous ferons de nos élections, mais quels sont les grands thèmes que nous retenons. Au-delà peut-être des élections, est-ce qu'il y a un autre problème politique qui peut être discuté? C'est autour de cette commission-là que les choses doivent être faites. Et format, donc, disons, il faut attendre plutôt que la commission préparatoire soit mise en place, que la commission préparatoire, puisqu'elle est appelée préparatoire, donc c'est elle qui va baliser la plupart des chemins avant que les travaux proprement dit ne commencent. Parce qu'on ne peut pas aller au dialogue comme si on allait dans une jungle sans avoir en tête qu'est-ce que nous ferons, qu'est-ce que nous dirons, pour quel timing, pour quel type de délégué, pour quel... je dirais, quel nombre de délégués chaque structure politique aura, quelle représentation. Tout ça, ce sont des problèmes qui doivent être élagués au niveau de la commission préparatoire. Mamina Masengo. Madame Nyoka, si je vous pose la question, ce dialogue sera-t-il un succès? J'imagine que vous répondrez que ça sera un succès. Ça veut dire quoi, un succès? Dans toute rêve humaine, les imperfections existent. Nous ne pouvons pas dire que tout ce que nous ferons ou tout ce que nous avons toujours fait a toujours été parfait. Mais je pense que lorsqu'on gouverne des hommes, on essaye davantage d'aplanir, sinon d'élaguer ce qui peut faire comme objet de conflit et ce qui peut faire enlever à notre pays, parce qu'il faut se dire que nous avons une paix que nous avons chèrement acquise, une paix sur laquelle nous nous sommes réellement battus pour que le pays soit aussi pacifié et pour qu'il y ait une unité au sein du pays. Je crois que lorsqu'on fait ce genre de forum, on privilégie la stabilité, on privilégie la paix. Eh bien, la paix, pour l'avoir, il y a un prix à payer. C'est pour des raisons de cohésion nationale que s'étaient tenues les concertations nationales. Aujourd'hui, le dialogue. Au lendemain de cette adresse du chef de l'État, les leaders de l'opposition qui s'opposent à ce dialogue ont campé sur leur position. Pourquoi pas un dialogue réellement, véritablement inclusif avec tout le monde, si c'est dans l'intérêt de tous? Un dialogue inclusif, c'est possible. Et c'est même cela le vœu du chef de l'État. Un dialogue où vont se retrouver tous les fils et filles de ce pays. Mais il faut encore que les différents acteurs politiques trouvent de l'intérêt à venir assister à ces dialogues. Lorsque l'on a des problèmes, il vaut mieux venir poser les problèmes que rester dans son coin et se dire cette question-là, nous, on ne vient pas et ne nous intéresse pas. Je crois que la politique de la chaise vide, bien que ce soit un droit, n'a jamais payé.
Alors, il y a les contestations du G7, du groupe qu'on appelle de Sainte-Thérèse, qui était entre autres l'auteur des émeutes des 19, 20 et 21 janvier, qui continue à dire non à ce dialogue. Est-ce qu'on ne va pas là au-devant justement des lendemains électoraux tumultueux que voudrait éviter le chef de l'État? C'est pour éviter ce que vous appelez courant similitude que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, nous invite au dialogue. Il va falloir aller discuter la question du processus électoral, puisque c'est celle-là qui amène beaucoup de conflits. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous ferons pour sécuriser ce processus électoral? Il y a des gens qui posent des problèmes sur la question du fichier électoral. Que feront les Congolais de l'étranger? Que vont faire les nouveaux majeurs? Tout ça, ce sont des questions qui sont capitales. Il vaut mieux en parler qu'un chacun donne son argumentaire, son point de vue là-dessus. Parlons de dialogue. Quand on se base également sur ce qu'a annoncé le discours du chef de l'État, vous ne pensez pas qu'il vient un peu de jeter un pavé dans la mare quand il annonce par exemple qu'il faudrait réfléchir autour de modes de scrutin moins coûteux? Est-ce qu'on ne va pas vers la révision de la Constitution? Je crois que lorsqu'on réfléchit à un problème, il faut être le plus clair possible. Quand c'est possible, il ne faut pas avoir des agendas cachés. Le chef de l'État, je crois qu'il a suffisamment démontré. La question des élections, c'est une question qui appelle de fond. On ne peut pas parler élection sans avoir au préalable soi-même dans cette vestiaire de financement propre qui appelle à ces élections. Et par rapport à cela, nous avons la CENI. C'est elle l'organe attitré. C'est l'institution, chose constitutionnelle, qui organise les élections. La CENI donne son budget. Mais par rapport à ces budgets, ça dépend. Tel type de scrutin a un budget approprié. Tel autre type de scrutin a un budget approprié. Les élections locales, provinciales, ils ont un budget. Les élections provinciales, sénatoriales et celles de gouverneurs, ils ont un budget. Les élections législatives, les législatives nationales et les présidentielles aussi ont un budget. Alors, par rapport à ça, il y a le réalisme qu'il faut appeler. Et par rapport à ce réalisme, voir qu'est-ce que nous avons réellement, comment nous pouvons faire les choses. Dans un pays où on ne cesse de vanter le cadre macroéconomique est stable, la conjoncture économique, le taux de croissance qui est tout le temps, qui frôle les 2 chiffres, et qu'on vienne par la suite nous brandir qu'on n'a pas assez de moyens pour organiser des élections dans les meilleures des conditions. C'est pas un peu paradoxal ou jusque-là, on nous a juste caché la vérité et que le pays ne va pas si bien qu'on le pense? Non, Madame Ozia, je crois qu'il faut faire la part des choses. Avoir de fond le cadre, la stabilité du cadre macroéconomique, ces éléments-là, ce ne sont pas de l'heure. Particulièrement le cadre macroéconomique. Vous ne pouvez pas gérer économiquement un pays sans avoir pu soutenir ou préserver les fondamentaux de l'économie. Le cadre macroéconomique est important. Si le cadre est, s'il est flottant, vous pouvez être sûr que la suite, telle que les taux d'échange, aujourd'hui nous avons une certaine stabilité. Nous avons un taux d'échange qui est assez stable. Il y a aussi les problèmes d'inflation. Si ce cadre macroéconomique n'est pas au rendez-vous, vous pouvez être sûr qu'on aura une inflation qui sera galopante, on aura les taux d'échange qui ne seraient pas au rendez-vous, ce qui va davantage gêner le panier de la ménagère. Et donc, nous devons être soucieux de ce cadre macroéconomique. Mais au-delà de cela, il ne faut pas dire que le pays ne va pas bien. Les pays, pour qu'il avance dans la structure actuelle, nous savons tous que le monde aujourd'hui, c'est un village, un grand village, un village mondial, global, globalisant. C'est un village planétaire. Vous n'avancez pas vous-même, rien que la RDC elle-même, elle ne saura pas avancer. Pour avancer, vous avez
ce qui est le cadre de facteurs endogènes au pays, ce qui vous appartient vous-même, où est-ce que vous-même vous faites des efforts, mais vous avez la structure internationale, ce qui est exogène. Et à ça, vous n'échappez pas. Lorsque on a les questions, on a le cadre macroéconomique stabilisé, nous nous battons pour pouvoir contrecarrer d'abord ce qu'il y a chez nous. Mais ce qui est de l'extérieur, vous n'avez pratiquement pas, disons, une décision à prendre là-dessus. Vous ne faites que suivre le cours des choses. Aujourd'hui, par exemple, sur le plan international, il y a de grandes discussions autour des matières premières telles que le minerai. Et nous savons que dans notre pays, dans l'aspect mobilisation des recettes, nous sommes un peu tributaires, un peu trop tributaires des non-minéraux. Mais que valent aujourd'hui les prix sur le plan international? Nous savons par exemple que le pétrole, le baril du pétrole qui s'est vendu hier à $100, aujourd'hui le baril du pétrole est en train de faire une chute très prononcée. On est à $40 aujourd'hui. Ce n'est pas la RDC qui décide sur le baril du pétrole. Sur les prix du cuivre, de l'or, des diamants, il y avait hier des prix qui permettaient que nous puissions avoir une certaine stabilité. Il y a des prix qui sont en train de diminuer davantage. Alors, si dans le pays, vous ne vous battez pas pour maîtriser un minimum, avec la chute sur le plan international de ces différents minéraux auxquels nous dépendons, vous pouvez être sûr que demain, nous allons tourner la planche à billets. Et si nous tournons la planche à billets, il n'y a rien qui sera au rendez-vous pour que le pays se développe, pour que même ces élections-là, aujourd'hui, qui paraissent un peu contraignantes, ne puissent plus être au rendez-vous. Merci. Madame, revenons sur la politique. Les élections, on en a parlé pendant les concertations nationales. Aujourd'hui, élections au centre du dialogue qui est convoqué. Vous ne trouvez pas que les choses vont tirer en longueur? Vous nous rassurez aujourd'hui qu'en 2016, toutes les élections auront lieu? Il est vrai qu'il y a un grand nombre des élections que nous n'avons pas encore tenues pour ce qui est de la tranche prévue, pas simplement pour 2016, mais il y avait un certain nombre d'élections que nous devions déjà tenir au niveau en 2015 et les choses ne se sont pas faites selon le calendrier de la CENI. Mais pourquoi faut-il aller vite en besogne et puis se cogner, je dirais, contre un mur de béton? C'est quoi les murs de béton? Les murs de béton, ce sont les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le chemin par rapport à ces élections. La première difficulté déjà, nos frères de l'opposition l'ont posé. Le fichier électoral, il y a une discussion autour de nouveaux majeurs. Il y a une discussion autour de nettoyer ces fichiers. Il semble qu'il n'est pas fiable. Il y a des discussions autour de ces questions. Au-delà de ça, il y a le calendrier. Que nos amis de l'opposition auraient voulu que le calendrier soit global, qu'il puisse englober, sinon qu'il puisse comprendre toutes les étapes. Alors que ce que la CENI nous a donné jusqu'aujourd'hui n'a pas encore repris la totalité de tout le processus. Alors, il vaut mieux pour nous pouvoir parler, faire un calendrier, je dirais, consensuel, tel que le veut aussi le chef de l'État, que les acteurs en présence puissent se prononcer là-dessus. Qui peut aller même au-delà de 2016. Je crois que se mettre à faire les calculs sur le temps, que ça peut aller au-delà de 2016, je crois que c'est faire des supputations, y aller par hypothèse, je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, puisque le dialogue va être convoqué incessamment, nous aurons la date précise, la commission préparatoire va travailler, je crois que les acteurs, puisqu'il n'y a pas que la majorité, il y a toutes les choses, les composantes qui vont composer cette commission, ils feront attention à différentes choses, dont les délais. Pour des raisons de budget, le chef de l'État l'a évoqué le week-end dernier, il va falloir organiser des élections moins coûteuses. Qu'est-ce que vous entendez par là, vous? Vous voyez que le chef de l'État lui-même dit des élections moins coûteuses. Mais lorsque vous suivez son adresse, il n'a pas déterminé que ce sont celles-là qui sont coûteuses. Par exemple, ce sont les législatives ou les présidentielles ou, je ne sais pas moi, les provinciales qui sont plus coûteuses.
Les élections coûteuses, il faut les évaluer. Parce que c'est la CENI qui nous donne le budget. Maintenant, les acteurs politiques doivent se parler, voir quelles sont les élections qu'eux estiment aussi être importantes. Mais seulement, il y a un aspect des choses qu'il ne faut pas oublier. Jusque-là, depuis que nous avons commencé le processus électoral, je crois qu'on a passé en revue tous les scrutins, sauf les locales, les municipales. Nous ne pouvons pas aussi non plus faire une démocratie à double vitesse. Il va falloir pouvoir intégrer tous les aspects, tous les scrutins. Mais puisqu'il y a une discussion autour, certains estiment qu'il faut d'abord aller faire d'abord le présidentiel, d'autres estiment qu'il faut d'abord aller avec les législatives nationales combinées au présidentiel, d'autres estiment que les provinciales sont plutôt peut-être une nécessité, comme aujourd'hui nous avons démembré nos provinces conformément à la Constitution. Alors, toutes ces questions doivent pouvoir trouver un consensus par rapport aux acteurs politiques. Vous, Ernestine Nyoka, c'est quoi votre point de vue à ce sujet? Mon point de vue à ce sujet... Il y a 7 scrutins organisés d'ici à fin 2017. Mon point de vue à ce sujet... Quels sont ceux dont on peut se passer, d'après vous? Mon point de vue à ce sujet, on ne peut se passer d'aucun scrutin. Je viens de vous parler tout à l'heure d'une démocratie à double vitesse. Puisqu'il n'y a pas d'argent pour tout faire. Pourquoi va-t-il falloir ne faire que les présidentielles et les législatives nationales et les autres scrutins? La présidentielle et les législatives sont contenues dans la Constitution et il y a une date fixée pour qu'on puisse l'organiser. Ce n'est pas le cas avec les locales ou les municipales. Autrement dit, madame, pour vous, toutes les élections se valent. Il n'y a pas une élection qui est beaucoup plus importante. C'est important. Toutes les élections, pratiquement, je peux le dire, je peux l'affirmer, toutes les élections se valent. Y compris la présidentielle. Nous avons aujourd'hui, par exemple dans les cas de démembrement de nos provinces, nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces. Les nouvelles provinces sont installées aujourd'hui et ces nouvelles provinces doivent avoir des structures comme les autres. Ces autres provinces avaient déjà soit connu les élections provinciales qui ont donné lieu à des assemblées provinciaux et des gouverneurs de provinces. Mais par exemple, les nouvelles provinces aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont? Les nouvelles provinces, ceux qui les dirigent sont des gouverneurs, entre guillemets, des commissaires spéciaux. Non, je sais pourquoi je vous dis gouverneurs. Sont des gouverneurs, entre guillemets, appelés commissaires spéciaux, selon le vœu de la Cour constitutionnelle. Lorsque nous nous disons en droit, quand il y a un problème qui demande une solution, à situation exceptionnelle, il faut trouver aussi une réponse exceptionnelle, une solution exceptionnelle à ces problèmes. C'est ce qui fut fait. Et maintenant, ça c'est trouvé. Dites-moi, nous faisons le présidentiel, nous faisons les législatives nationales, puis nous laissons le provincial. Et après nous réfléchissons comment. C'est une contrainte nous nous mettons, s'il vous plaît, madame. Nous allons nous mettre à nommer. Puis il y a une autre frange des choses, des acteurs politiques qui dira, vous nommez les gens de votre obédience. C'est comme ça qu'il va falloir se mettre autour d'une table. Il faut s'entendre. Si de manière consensuelle, nous disons, nous voulons les présidentielles, nous voulons les législatives nationales, nous voulons nous arrêter simplement aux provinciales, si on le dit de manière consensuelle, c'est bon. Mais si c'est imposé, je pense, selon l'entendement du chef de l'État, c'est là que le nœud va blesser. Ou là où les Romains s'empoignèrent, si je peux m'exprimer. Donc on pense que pour trouver un consensus, on n'a pas besoin d'un dialogue. Ma consort parlait de G7 ou de cette frange de l'opposition qui refuse carrément le dialogue. Et en lieu et place, il propose la réactivation de la tripartite, majorité opposition société civile. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi un dialogue de plus? Vous avez parlé d'un format standard. Peut-être on risquerait d'avoir des résultats standards, c'est-à-dire gouvernement de cohésion nationale. Pourquoi ne pas se référer à cette tripartite, majorité, opposition, CENI? Ça a plutôt bien marché. Madame, j'aimerais autant vous interrompre sur la tripartite. Il y aura problème. Majorité, nous sommes la majorité. Nous savons ce que nous sommes aujourd'hui. Opposition, dans l'opposition, il y a une frange de l'opposition qui estime qu'il faut aller au dialogue. Mais il y a une frange de l'opposition qui estime qu'il ne faut pas aller au dialogue. Mais
comment allons-nous parler de la tripartite? Et il y a même une frange de l'opposition qui dit, mais ces partis-là, ils viennent d'arriver, ce ne sont pas des opposants. Ça aussi, ça se dit. Et donc, il n'y a pas de tripartite. À mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas de tripartite. Il faut donner aux acteurs politiques le temps, la possibilité de s'exprimer, que nous puissions nous mettre d'accord pour faire avancer la RDC. Est-ce que la majorité est prête à aller aux élections? La majorité a toujours été prête d'aller aux élections. Toujours. Dans toutes les circonstances. Avant 2016? Selon les délais, oui. Au-delà de la contrainte budgétaire. On parlait de ces groupes, une partie de l'opposition qui n'est pas pour les dialogues. Parlons maintenant de la crédibilité des recommandations qui devaient sortir de ces dialogues. Est-ce qu'elles ne risquent pas d'être bafouées comme ce fut de plus de 700 recommandations de concertation nationale? Non, Mathieu, là, je vais vous interrompre tout de suite. Les recommandations de concertation nationale n'ont pas été bafouées. Dans la vie politique aujourd'hui, il y a énormément de ces recommandations qui sont d'application. Outre le gouvernement de cohésion nationale dont vous faites partie, lesquels? Par exemple, le gouvernement de cohésion nationale. Et d'autres qui sont en train de prendre du chemin, sinon qui sont prêts d'être pouvoir être exécutés. Au-delà du gouvernement de cohésion nationale, nous avons la Cour constitutionnelle. Au-delà du gouvernement de cohésion nationale. Et au-delà du gouvernement de cohésion nationale, il y a, dans le cadre du gouvernement dont nous faisons partie, il y a une série de mesures. Je vais d'abord enlever ce qui concerne le gouvernement. Je crois que parmi les questions qui semblaient avoir beaucoup plus d'impact, sinon qui souciaient un peu plus la partie opposition, il y a des choses, des décisions comme les grâces présidentielles et l'amnistie. C'est des questions qui ont trouvé des répondants. Et c'est des questions qui ont été discutées autour des choses de concertation nationale. Donc, il y a des questions qui ont été faites. Il y a la structure judiciaire elle-même qui a pris place. Aujourd'hui, on ne va pas jeter la pierre simplement à la Cour suprême de justice et dire qu'elle fait un amalgame, elle a toutes les décisions, elle prend tous les problèmes, tous les contentieux, sans pouvoir faire une certaine différence. Nous avons une cour spécialisée, qui est la Cour constitutionnelle, pour s'occuper d'un certain nombre de scrutins, dont les présidentielles et les législatives nationales. Dans le même sens, après Sun City en 2002, il y avait eu un accord global et inclusif. Et cette fois-ci, il faut s'attendre à un accord après ce dialogue. Est-ce qu'il sera contraignant? Et qui fera le gendarme pour justement qu'il soit contraignant? Au lendemain de Sun City, il y avait eu le comité de suivi, le CIAT, avec toute la communauté internationale comprise. Donc il va falloir s'attendre à une structure du genre pour faire le gendarme de cet accord global. Une sorte de tutelle internationale, puisqu'il y a un facilitateur international dans le bureau, comme l'exigeait l'UDPS. Je crois que la question de la contrainte est une question qui doit être discutée par les acteurs politiques. Sinon, les acteurs qui vont faire partie du dialogue. Ce sont eux qui feront des propositions. La question de la facilitation, je crois que ça c'est une question qui va trouver sa réponse, parce que le chef de l'État lui-même n'est pas opposé. Mais là où moi j'aimerais donner mon avis personnel, c'est lorsque vous parlez de la tutelle internationale. Je crois qu'il serait quand même grand temps pour nous en RDC de pouvoir d'abord réfléchir RDC, de réfléchir nous-mêmes nos capacités que nous avons en RDC. Nous pouvons organiser des structures avec certaines mesures qui peuvent contraindre à exécuter X décisions, au lieu d'abord d'aller regarder qui est à l'étranger et qui pourrait venir nous aider réellement à pouvoir appliquer certaines choses. Justement, dans l'ordonnance présidentielle qui porte mise en place du comité préparatoire, le bureau inclut un facilitateur international. Oui, le facilitateur,
par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, par rapport au blocage qu'on peut rencontrer lors des différentes discussions. Or, pendant longtemps, certains de vos copains ont décrié justement l'idée d'avoir une facilitation internationale. Justement, je vous ai donné mon point de vue personnel et j'aimerais encore appuyer. Lors des travaux de concertation nationale, nous avons eu le président Sassou Nguesso comme celui qui viendrait faire la facilitation dans le cas où il y aurait eu blocage. Il était prévu, mais je pense qu'il n'avait pas intervenu. Il n'était pas plutôt intervenu parce qu'entre fils du Congo, nous avons pu trouver de voies et moyens pour baliser le chemin. Mais pour cette fois-ci, c'était un préalable de l'UDPS. Mais bon, quand le chef de l'État parle de grâce présidentielle, vous envisagez ça comment? Mais vous savez comment elle s'applique la grâce. Il faut voir qui rentre dans les critériums d'obtenir une grâce. Il faut d'abord au départ avoir un texte et ce texte détermine qui entre dans ces critériums et par rapport à cela, ceux qui sont en détention pourront l'obtenir. Tout de suite, on a vu Diomi Dongala, Mouyambo et tous les autres qui sont peut-être des prisonniers de droit commun non concernés par l'amnistie. Ça veut dire qu'on peut les voir dehors, en liberté, concernés par cette grâce. Madame Amina, pour des raisons de décrispation. Par des formations professionnelles. Pour arriver à une décrispation. Je suis quand même un auxiliaire de la justice. J'ai quand même été auxiliaire de la justice pendant bien longtemps par des formations professionnelles. Ce que vous dites, ce que vous considérez, vous dites vous, nous les politiques nous disons, ça c'est politique, ce n'est pas un dossier de droit commun, il y a une marge entre les deux. Je n'aimerais pas entrer sur ce terrain, sinon je donnerai mon avis, et lorsque je donnerai mon avis, l'on dira, elle nous a catalogués. Je préfère ne pas aller sur ce terrain, parce que je sais que ça veut dire un prisonnier de droit commun et un prisonnier politique. Je pense que nous n'avons pas. J'ai pas parlé de prisonniers politiques. Moi, j'ai pas parlé de prisonniers politiques. Pour certains cas, nous n'avons pas de prisonniers politiques. Moi, j'ai pas parlé de prisonniers politiques. J'ai parlé de prisonniers de droit commun non concernés par l'amnistie ordinaire et qui seront peut-être pris en compte dans cette grâce présidentielle. Oui, mais s'ils sont prisonniers de droit commun, c'est que pour le droit commun, il y a une procédure à suivre. Lorsque vous êtes condamné, vous avez droit à faire un appel. Vous avez droit à faire un pouvoir en cassation, puisque vous êtes prisonnier de droit commun. Est-ce que vous avez déjà dépassé toutes ces étapes-là, si vous n'êtes plus en droit de le faire? Alors, je voulais juste dire, au nom de la paix, en 2013, le président de la République va convoquer les concertations. Au nom de la même paix, sauvegarder la paix, il convoque le dialogue. Est-ce que vous pensez que la paix en RDC passe par des telles assises ou ça passe par des alternances, une alternance crédible qui peut conférer une certaine légitimité à nos autorités? Je crois qu'au nom de la paix, nous pouvons passer par certaines procédures, telles que celle de se mettre ensemble et de parler. Parce que le processus électoral, tel que nous le vivons, pas seulement en RDC, lorsque vous regardez partout en Afrique, nos processus, en nous, sont toujours entachés de certains conflits. Ça a plutôt marché au Burkina récemment, il n'y a pas plus longtemps. Ça marche quand même ailleurs. Oui, mais ça marchait après un certain soubresaut de conflits. Pourquoi attendre qu'il y ait des conflits? Pourquoi attendre qu'il y ait des violences et pouvoir trouver une solution après violence? Et pourquoi ne pas préserver d'abord la paix? Parler, obtenir des solutions qui vont englober, pour ne pas dire les 100%, quand même une certaine frange des acteurs politiques que de chercher à attendre que la case brûle. Il ne faut pas brûler la case. Le Congo nous appartient à nous tous. Les concertations, les dialogues a été demandé au lendemain des élections de 2011 par l'UDPS, par la majorité de l'opposition. Mais vous avez pris, quand je dis vous, c'est la majorité a pris son temps pour ne convoquer que cela une année après. Vous comprenez quand même qu'on vous prête des intentions de glisser. Pourquoi ne l'avoir pas fait au lendemain des élections de 2011 et n'attendre qu'une année pour nous brandir le genre on n'a pas assez de moyens, il faut préserver la paix,
alors que les gens avaient déjà cette idée-là depuis la préservation de la paix. Madame, lorsque vous dites à une autorité politique, à un garant de la nation, vous voulez le dialogue, mais il va falloir poser les problèmes de la façon qui se doit. Et lorsque vous posez les problèmes, de l'autre côté, il faut qu'il y ait un répondant. Les chefs de l'État examinent la question. Le problème du dialogue a été posé. Il a pris le temps pour réfléchir. Il a pris le temps, madame, je pense, non, au lendemain des élections. Il faut qu'on soit clair. Le dialogue n'a pas été demandé au lendemain des élections. Le dialogue a été demandé par une certaine frange de l'opposition au lendemain de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce n'était pas au lendemain des élections. Ce n'est pas la question des élections qui a motivé la requête, la demande de dialogue par l'opposition. C'est la question de la guerre de l'Est. C'est la question du M23. Et au cours, dans le texte qui a organisé l'accord du 23 février 2013, il y a eu ensuite une résolution qui a été prise, la résolution 2098, qui énonçait un certain nombre de choses pour réellement pouvoir mettre le fils du pays ensemble. Et c'est par rapport à cette résolution qu'il y a eu une discussion. Nous allons au dialogue national ou bien nous allons aux concertations nationales. D'aucuns ont dit que ces documents reprenaient ce qui était ces documents reprenaient plutôt les termes dialogue national. C'était cela la discussion autour de la question. Mais nous sommes allés en concertation nationale. Ceux qui ont cru que l'intérêt du Congo était important, ceux qui ont cru que le peuple congolais avait droit au chapitre, sont venus aux concertations nationales. Et je pense que les concertations ont donné un fruit. Il y a une accalmie. Les députés provinciaux de l'ex-district de l'Ituri réclamaient que Ituri devienne une province, en son temps d'ailleurs. Et finalement, on a assisté à un blocage, rien ne s'est fait. Et à la fin de la législature, on démembre les provinces. Est-ce que c'est voulu ou quoi? Parce qu'on ne comprend absolument rien. Je crois que le démembrement des provinces, il faudra d'abord interroger la Constitution. Il est vrai qu'une frange de la population peut penser que leur territoire doit devenir une province. Mais il faut interroger la loi constitutionnelle. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Les démembrements aujourd'hui, ce n'est que l'exécution, l'application de ce que la Constitution elle-même a prévu. Parce que si nous n'avions pas démembré, nous aurions recouru à peut-être une autre procédure pour pouvoir contrecarrer ce que la Constitution demandait en matière de province. Avant de se quitter, peut-être 2 ou 3 petites questions avec les amis. Face aux contraintes connues de tous, il nous faut un nouveau fichier électoral, il faut l'enrôlement de nouveaux majeurs, les nouveaux porte-parole de votre famille politique. L'AMP avait lâché sur l'agence Reuters, disant qu'il faudra peut-être au gouvernement 2 à 4 ans de transition ou du temps pour que la RDC soit en mesure d'organiser bien toutes les élections. C'est votre point de vue aussi? Mon point de vue est le suivant. Par rapport au budget 2016 qui a été préparé, il n'est pas vrai que dans ce budget, rien n'a été prévu pour la CENI. Par rapport au calcul de la CENI, en termes de dollars, je crois que ça fait 1 200 000 $ que la CENI a donné comme budget pour pouvoir assurer toutes les élections. Mais dans nos prévisions budgétaires, nous avons au moins 500 millions déjà disponibles qui sont prévus pour les élections. Bien évidemment, la loi budgétaire aujourd'hui, celle de l'exercice 2016, n'est pas encore promulguée. Sur le projet qui était en discussion au niveau du Parlement. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du Sénat, où les travaux sont en train de se faire au niveau de la commission économico-financière. Et dès que tous les acteurs en présence auront sécurisé la loi, on refait ressortir les choses
les grandes lignes en faisant un certain équilibre des différents secteurs qui doivent être organisés par la loi budgétaire. En ce moment-là, on pourra se dire, effectivement, c'est ça la somme retenue. Mais il est vrai que dans le budget, nous avons, au-delà de ce que par rapport à ce que la CENI a demandé, nous avons déjà un bon pactole qui fait la moitié de la somme demandée. Donc c'est probable qu'il y ait... C'est possible que nous puissions faire les élections avec cette somme, mais il faudra que l'on puisse voir quelles sont les priorités, que les gens s'expriment sur la question. Ce n'est pas qu'au niveau du gouvernement, nous n'avons rien prévu pour les élections. Quelque chose d'important est prévu à la mesure de nos moyens. Maintenant, il va falloir qu'on se mette autour d'une table pour qu'on puisse se dire, nous faisons quelles élections? Nous les faisons de quelle façon? Alors, je ne pouvais pas ne pas prendre ces quelques réactions que j'ai lues sur les réseaux sociaux après le discours du chef de l'État sur la convocation de ce dialogue. Je prends à tout hasard une petite phrase. Vive le mariage entre la majorité et l'UDPS, bon glissement. Et moi, je me dis que quand vous le niez, c'est comme un cache-sexe, passez-moi l'expression. Mais on peut aussi dire vive le mariage de la majorité et l'opposition républicaine. Et bon glissement. Et vive le mariage de la majorité et de l'UDPS. Ce sont des Congolais. Ils ont droit au chapitre. Ils estiment que le dialogue est important, bien qu'ils y mettent leur préalable, c'est qu'il y a un droit. Nous ne pouvons pas, dans une démocratie, n'avoir qu'un seul son de cloche. Nous ne pouvons pas, dans une démocratie, n'avoir que les points de vue rien que d'une composante. Les autres composantes aussi ont un son de cloche à donner qui peut peut-être aussi faire avancer les choses. Entre ceux qui sont coûte que coûte pour la tenue de ce dialogue et ceux qui ne jurent que par une alternance d'ici décembre, le 19 décembre 2016, comment entrevoyez-vous, comment envisagez-vous l'avenir de la RDC en 2016? On va vers un clash, ça casse, ça passe, comment vous envisagez l'avenir? Ça ne va pas casser. Ça va passer. Mais ça va passer. Ah voilà. Ça va passer parce que les fils et les filles du Congo vont se parler. Et l'avenir de la RDC, c'est une avenue radieuse. Seulement, j'aimerais que les Congolais sachent que lorsqu'on parle d'alternance au pouvoir, ce n'est pas dit que Madame Odia, levez-vous, c'est fini, ce n'est pas votre tour. Madame Amina, asseyez-vous. Ce n'est pas cela. Ça passe par des élections. Nous pouvons avoir une alternance au sein d'une famille politique avec différents candidats. C'est ça aussi l'alternance. C'est une notion que les Congolais doivent connaître. Parce que lorsque nous suivons la façon dont les choses se disent, c'est non, Kabila doit partir et Kabila part, et bon, nous autres, opposition X, nous nous mettons. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Il a pris le troisième mandat de M. Kabila. Vous avez suivi le chef de l'État? Il n'a rien dit de ça, c'est aussi ça le problème. Okay. On l'attendait, on voulait à ce qu'il puisse se prononcer. Non, mais le chef de l'État ne peut pas vous dire. Le chef de l'État est un homme très responsable, est un politique qui réfléchit, qui voit le lendemain de la République. Il faut de la calmie. Les élections ont toujours une dose d'émotion, de passion qui nous amène très loin. Au lieu de céder à cette émotion, réfléchissons sur des questions exactes. Nous avons notre constitution, nous avons le fichier électoral, nous avons la CENI qui organise les élections, mais comment allons-nous faire pour ne pas se retrouver dans un camp ou dans une situation où les gens doivent verser le sang et mourir? Ce n'est pas à travers une élection que le pays doit pouvoir être à feu à sang. Et pour éviter tout ça, il faut qu'il y ait une transition au terme des travaux du dialogue où on verra, par exemple, l'IDPS récupérer le poste du Premier ministre, par exemple. Tant que la commission n'est pas encore tenue, tant que les termes de référence n'ont pas encore été choses déterminées, pourquoi allons-nous commencer à dire que l'UDPS va pouvoir récupérer la primature, l'UDPS va pouvoir prendre le gouvernement, l'UDPS va pouvoir prendre la présidence?
on ne peut pas réfléchir dans ce sens-là. On laisse le temps au temps. Parce que ce que vous évitez pour certains, il faut craindre qu'une certaine autre frange de la population puisse aussi entrer en ébullition. C'est ça qu'il faut pouvoir éviter. On laisse le temps au temps. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est l'opposition qui a, comme parfois ça se dit, c'est eux qui ont la population et la majorité n'a pas la population. C'est des choses qu'il faut éviter. Merci. On va terminer cette émission dans un instant, mais avant de nous quitter, Madame le vice-ministre du budget du gouvernement de la RDC, on a assisté à une scène pas bien dans la démocratie dans notre pays, il y a peu, juste un débat entre vous, famille politique, et puis des clashs, les G7. Apparemment, c'est comme si dans votre famille politique, la majorité présidentielle, on ne tolère plus une voix qui soit contraire. Est-ce qu'il y a la cohésion avant la tenue de ces dialogues au sein de votre famille politique? Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de cette façon. Je crois que je venais de le dire. En démocratie, chacun a son point de vue. Mais aussi, lorsque nous sommes dans une famille politique, il y a des fondamentaux qui sont tracés. Et par rapport à cela, lorsque vous avez accepté un certain nombre de choses, pour faire avancer la machine, si vous estimez qu'elle est grippée, pour faire avancer la machine, il faut discuter au sein de la boîte. Je crois que c'est comme ça que les choses doivent se faire. À ceux-là qui résistent encore, qui traînent les pas, quel message vous avez à tous ces Congolais qui disent ah ben, les dialogues ne nous concernent pas? Un message. Mon message est simple. Je crois que c'est le message que le chef de l'État nous a donné à nous tous par rapport à son discours. C'est celui de pouvoir amener tout le peuple congolais à considérer que la RDC est un bijou et que la vie du peuple congolais lui-même, c'est une vie qui est précieuse. Il ne va pas falloir pour nous verser le sang de nos concitoyens pour demain avoir un poste au pouvoir. C'est important que notre population comprenne que les acteurs politiques que nous sommes, c'est bien nous parfois qui amenons des discours qui parfois amènent le peuple à commettre des pillages tels que celles que nous avons connues en janvier 2015, qui n'ont pas du tout été, elles n'ont pas donné une issue heureuse. Il y a des Congolais aujourd'hui qui n'ont plus de travail. Donc, à nous les acteurs politiques de savoir dire aux populations ce qui est dans leur intérêt. Nous allons au dialogue, nous allons discuter comment nous allons faire les élections, comment nous allons sécuriser les élections, comment nous allons faire pour que ces élections-là soient apaisées et qu'elles soient transparentes, que demain l'unité de la RDC soit toujours au rendez-vous et que la stabilité de toutes nos institutions soit toujours au rendez-vous. Et voilà. Au nom de Mamina Massengo de Biwan, Blaise Bokokia de la RTNC, Élisée Odia de Congo Web et moi-même, Mathieu Kamango de Télé 50, nous vous disons merci, madame, d'avoir fixé l'opinion sur l'opportunité de la tenue du dialogue que nous attendons et des recommandations qui sortiront, qui seront opposables à toutes les composantes. Encore une fois, madame, le vice-ministre du budget, maître Ernest Nyoka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir fait cet honneur. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité dans vos différentes chaînes. Très bonne suite.